La pièce à conviction est une preuve matérielle, telle qu'une arme, des vêtements ou des empreintes digitales, qui va être utilisée lors de son procès contre une personne suspectée d'avoir commis une infraction. Trois meurtres sans lien apparent, à des centaines de kilomètres de distance, à Tulsa. On avait affaire à un tueur fou. Miami Ces types sont des psychopathes, des tueurs en série. et Boston. Mais ces règlements de compte mafieux ont un point commun. Whitey Bulger, chef de la pègre de South Boston, et son complice pour le moins inattendu. Le FBI a du sang sur les mains dans cette affaire. Le journalisme d'investigation est une quête palpitante. Il s'agit de trouver l'infime détail qui permettra de démêler toute l'intrigue. Ce qui m'intéresse, c'est de chercher derrière les apparences, de constituer mon propre faisceau de preuves et d'en déduire une conclusion. Journaliste lauréat du prix Pulitzer, Gérard O'Neill est l'ancien directeur du très réputé service d'investigation du Boston Globe. En 1986, il recrute un jeune reporter, Dick Clare. Le reportage d'investigation, c'est ce qui m'apporte le plus de satisfaction en tant que journaliste professionnel. Notre travail consiste à trouver la vérité. En 1988, les deux hommes entament avec leurs collègues Christine Shinloon et Kevin Cullen une série d'articles sur le président du Sénat du Massachusetts, Bill Bulger, et sur son frère qui n'est autre que le gangster légendaire de South Boston, James Whitey Bulger. Whitey Bulger était un gangster notoire qui arpentait fièrement les rues de South Boston et semblait étrangement intouchable. Il était chef de gang depuis 20 ans, mais personne ne l'arrêtait jamais. Malgré sa réputation de criminel, Bulger évoluait en toute impunité depuis le milieu des années 60. C'était fascinant, cette vie d'insouciance que menait Whitey Bulger. Ça lui donnait une certaine aura. Les journalistes découvrent bientôt que Whitey s'en sort grâce à l'aide de quelques amis haut placés. Dans leur best-seller Black Mass, Messe Noire, O'Neill et Lair relatent un scandale ahurissant qui mène des ruelles sombres de Boston jusque dans les couloirs feutrés du FBI. C'est une histoire de trahison avec un grand T. Ces agissements ont duré plusieurs dizaines d'années et ils étaient devenus chose commune dans cette ville. On ne savait pas du tout où on mettait les pieds. On n'avait aucune idée de l'ampleur du bourbier. Tout commence à South Boston. Le quartier est connu sous le nom de Southie, une enclave résolument irlandaise. Southie est un état d'esprit autant qu'un lieu. Il y règne une culture de loyauté, une sorte de solidarité mutuelle contre le reste de la ville. James Whitey Bulger naît dans le quartier en 1929. Il a tous les traits d'un habitant type de Southie, doublé d'un tempérament violent et d'un esprit criminel ambitieux. Dès le début, Whitey cause des ennuis. À l'adolescence, il braque des camions, sèche les cours, se bat violemment. Il est ignoble. On raconte qu'il est fidèle à son quartier, qu'il le défend. Dans le coin, il passe pour un James Cagney, un personnage hollywoodien. À l'été 1948, le voyou de Southie a déjà largement fait ses preuves en tant que gangster professionnel. À la même époque, un gamin de Southie du nom de John Connolly suit les exploits des Red Sox et de son héros Ted Williams. Mais le garçon de 8 ans va bientôt croiser un autre genre de héros, une rencontre fortuite qui va changer le cours de sa vie.
John Connolly est un jeune garçon de South Boston qui traîne avec deux copains au café du coin. Whitey Bulger entre et un silence s'installe entre les trois garçons. Puis l'un d'eux dit « C'est Whitey Bulger ». Whitey n'a pas encore 20 ans, mais il est déjà une légende dans le quartier. Il est le chef d'une bande de rue, il a les cheveux blonds platine, et il a le charisme qu'on attribue habituellement aux jeunes gangsters. Et naturellement, ces gamins étaient impressionnés. Whitey les regarde et propose de leur payer des glaces. Le jeune John Connolly hésite. Bulger s'en rend compte et lui demande ce qu'il a. Le garçon lui répond que sa mère lui interdit de parler aux étrangers. Alors Bulger lui dit « Tu n'es pas un étranger ». On vient du même quartier, nos parents sont irlandais. Allez, tu veux quel parfum? Il lui achète une glace à la vanille. Rencontrer Whitey Bulger ce jour-là, pour lui, c'est comme rencontrer Ted Williams. Un moment inoubliable. Le présage d'une longue amitié entachée de sang entre deux habitants de Southie. Boston, 1975. John Connolly a 35 ans. Il est devenu agent du FBI. Il vient d'être muté à Boston et est ravi de revenir dans sa ville natale. John est un jeune agent ambitieux. Il est entré au FBI en 1968 et a travaillé quelque temps à San Francisco et à New York. John Connolly a décroché un poste convoité au sein de la nouvelle unité contre le crime organisé, chargée de combattre la Cosa Nostra. Ils ont créé un programme appelé Top Echelon Informant Program, qui encourageait les agents à passer des accords avec des membres de la pègre. Leur mot d'ordre, éradiquer la mafia nationale. John Connolly relève le défi. John Connolly aime que les projecteurs soient braqués sur lui. Quand il entre dans une pièce, il aime être au centre de l'action. Au FBI, il n'y a rien de plus reconnu que de traiter avec des informateurs. Connolly jette son dévolu sur un informateur de choix, son héros d'enfance, Whitey Bulger, qui travaille pour le gang irlandais Winter Hill, dirigé par le célèbre gangster Howie Winter. Ils font des paris illégaux sur les sports et les jeux, des prêts usuraires et tout ce qui va de pair avec ce type d'activité. Usage de la force et meurtre si nécessaire. Whitey Bulger a un penchant naturel pour la violence de la vie de gang. Il est violent, avec un côté cruel. Ce qui revient le plus souvent dans les témoignages sur Whitey Bulger, c'est l'éclat froid de ses yeux bleus, de vrais poignards. Un seul regard suffit à vous paralyser. Bulger est bien placé pour aider Connolly. Le gang Winter Hill partage son territoire avec la mafia de Boston, dirigée par la famille Angiulo. Boston était l'une des rares grandes villes où un gang irlandais survivait grâce à un compromis avec la mafia. À l'automne 1975, John Connolly tente sa chance auprès du plus célèbre gangster de la ville. Il contacte Whitey Bulger et organise une rencontre. Au bord d'une plage, au sud de Boston, John Connolly se gare sur un parking et attend que Whitey Bulger apparaisse. Soudain, la portière s'ouvre et Whitey monte. C'est le moment ou jamais. Connolly lui fait une proposition, d'un Southie à un autre. Si Bulger lui fournit des renseignements sur la Cosa Nostra, en échange, le FBI le débarrassera de ses rivaux italiens. Ce que Connolly propose à Bulger est très simple. Aide-nous et nous t'aiderons. Tu nous aides à faire tomber la mafia et chacun y gagne. À 46 ans, le gangster professionnel sait flairer une bonne affaire. Et c'est ainsi que Whitey Bulger, bandit légendaire de Southie, devient un informateur top secret du FBI. Pour John Connolly, c'est le plus bel accomplissement de ses 7 ans de carrière. Ce qui lui importait, c'était de réunir les deux univers. Il voulait être considéré comme une star au FBI, mais aussi dans son ancien quartier de Southie. Que les gens le reconnaissent dans la rue et se disent « c'est John Connolly ». Mais traiter avec Whitey Bulger, c'est signer un pacte avec le diable.
Pour Bulger, la situation est idéale. Criminel de moyenne envergure, il n'a qu'une idée en tête, c'est accroître son influence. Dès l'instant où Whitey Bulger a conclu un marché avec l'agent John Connolly, il peut être certain que le FBI le laissera tranquille. Pour lui, c'est une manœuvre très habile. C'est aussi une bonne affaire pour John Connolly. Il devient très respecté au FBI de Boston pour avoir ferré un aussi gros poisson que Bulger. John Connolly a l'aisance sociale indispensable si l'on veut traiter avec des informateurs. Il devient l'interlocuteur principal au FBI pour tout ce qui concerne le crime organisé. Connolly savoure la jalousie de ses collègues. Les gens qui le connaissaient à l'époque le décrivent comme une personnalité creuse qui n'existe que par les autres. Et de ce point de vue, Whitey Bulger est pour lui un faire-valoir de premier ordre. Bientôt, un autre mafieux converti en mouchard, Stephen Flemmi, se joint aux deux hommes. Stevie Flemmi est indépendant. S'il doit être associé officiellement à un gang, c'est plutôt celui des Irlandais. Mais il a aussi ses entrées dans la mafia. Il joue l'intermédiaire entre les deux gangs. Alors quand ils se mettent à faire équipe avec Whitey, c'est un joli coup pour le FBI. Bulger et Flemmi passent leur temps à racketter des bookmakers et à récupérer de force les prêts de Howie Winter. Le marché est le suivant. Bulger et Flemmi fournissent au FBI des renseignements sur la mafia. Et en échange, ils bénéficient de ce que j'appellerais une protection bienveillante. Le FBI les laisse tranquilles. Mais traiter avec des informateurs top secrets n'est pas chose aisée. Le FBI a défini des règles pour garder le contrôle et s'assurer que l'agent reste, en théorie, maître de la situation. Ces règles interdisent aux agents de frayer avec un informateur ou d'accepter des cadeaux de sa part. Si un informateur est soupçonné d'avoir commis un crime violent, la relation doit être surveillée de plus près, voire arrêtée. Mais John Connolly ne tient pas compte de ces règles et s'aventure en terrain dangereux. 2 ou 3 fois par semaine, il voit Bulger pour discuter des allées et venues de la mafia italienne. Mais les précieuses informations de Bulger ne sont souvent que ragots sans intérêt. L'arnaque, c'était de dire que Bulger fournissait des informations sur la mafia. En fait, il n'a jamais été en position de le faire. La mafia ne lui faisait pas confiance et ne le mettait jamais au courant de ses agissements. Le rendez-vous avait souvent lieu tard le soir et il n'était pas très discret. Avec le recul, on se rend compte qu'ils étaient proches et que leur relation n'avait rien de professionnel. En décembre 1977, John Connolly se retrouve sous les ordres d'un nouveau patron, John Morris, chef de la brigade contre le crime organisé. John Morris n'a pas la joie de vivre de John Connolly, et il semble l'envier sur ce point. Il aurait aimé avoir son sens de la communication, sa présence. John Morris est lui aussi impressionné par le statut de gangster de Bulger et Flemmi. Le fait de diriger une brigade de lutte contre la mafia lui donnait malheureusement un sentiment d'importance. En tout cas, il laisse Connolly mener le jeu. Et ce dernier rédige des rapports officiels dans lesquels il enjolive les informations essentiellement inutiles sur la mafia que Bulger lui transmet. La rédaction de faux rapports est devenue une tâche banale et quotidienne. Il a l'art de gonfler l'importance des renseignements. Morris valide et fait remonter. Parfois, Connolly attribue à Whitey des informations qui lui viennent de Flemmi. Il maquille les faits. C'est un ramassis de mensonges. Les deux agents s'arrangent aussi pour que Bulger et Flemmi prennent du galon. En 1979, le FBI enquête sur une affaire de course truquée sur la côte Est. Il découvre que le gang Winter Hill de Boston paye des jockeys pour perdre et rafle l'argent des paris gagnants. C'est une énorme affaire de course truquée, et Bulger et Flemmi y tremblent jusqu'au cou. Mais Morris et Connolly arrivent à la rescousse.
S'appuyant sur leur rapport bidon, Morris et Connolly convainquent le procureur de l'importance capitale de Bulger et de Flemmi dans leurs efforts pour infiltrer la mafia bostonienne. Ils demandent une grande faveur, le maintien de l'accord avec les deux gangsters, malgré leur implication dans une grosse affaire. D'après les directives du FBI, c'est là que la relation aurait dû cesser et qu'ils auraient dû prendre leur distance. Mais ils ne l'ont pas fait.